Quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Il peut être surprenant pour certains d'entre vous de constater qu'un directeur de CRDP intervient sur un problème pédagogique aussi délicat et fondamental que celui-là. Si l'ESN fait appel assez régulièrement à mon expertise, d'une certaine façon, c'est plus pour les travaux que j'ai menés antérieurement, c'est-à-dire, vous n'entendez pas ? Alors je vais rapprocher, pardon, merci. Merci de me l'avoir dit tout de suite. C'est donc plus pour mes travaux antérieurs, notamment, il se trouve que j'ai eu des responsabilités importantes sur les contenus d'enseignement au ministère de l'Éducation nationale, en finissant comme secrétaire général et président par intérim du Conseil national des programmes avant que cette instance soit dissoute par la loi de 2005. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une série de réflexions fondées à la fois sur une expérience réelle d'enseignant et par ailleurs les travaux tournant autour des contenus d'enseignement. Il est clair, me semble clair, et je pense que vous partagerez assez facilement cette conviction, que l'évaluation et les acquis, bien évidemment, ne peuvent être étudiés qu'en miroir des contenus d'enseignement. D'où la nécessité, quand on s'occupe des contenus, de travailler sur l'évaluation, et d'où la nécessité, ce qui n'est pas toujours le cas, de travailler sur les contenus quand on parle d'évaluation. La réciproque étant bien évidemment essentielle de mon point de vue. Alors, bien qu'étant professeur de mathématiques à la base, j'ai fait un plan en 3 parties, qui est donc très canonique. Première chose, le contexte. Je crois qu'il est nécessaire de situer cette question dans un contexte qui est celui d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une demi-douzaine d'années, voire un petit peu plus, nous n'aurions pas posé la question de la même façon. Je n'aurais pas pu tenir le même type de propos que ce que je vais tenir devant vous ce matin. Deuxième chose, je crois qu'il y a des questions préalables à évoquer, c'est-à-dire que débarquer tout de suite, aborder tout de suite les questions d'évaluation me semble une erreur. Et je vais essayer de vous en faire partager la conviction. Troisième chose, bien sûr, parce que c'est quand même le cœur de mon intervention de ce matin, je vais vous proposer une autre vision, une autre approche de l'évaluation des acquis des élèves. Je crois qu'il y a une erreur vers laquelle il ne faut pas aller trop volontiers ou trop facilement, c'est simplement considérer, on se pose cette question et on va faire quelques aménagements par rapport à des pratiques antérieures. Les questions qui se posent aujourd'hui sont totalement nouvelles et c'est sans doute ça tout l'intérêt d'ailleurs de les poser dans une instance comme celle à laquelle je m'adresse aujourd'hui. Et je finirai, parce que l'expérience me permet, me semble-t-il, de le faire, je finirai en vous proposant des changements de paradigme, c'est-à-dire que l'école, avec un grand E bien sûr, est en train de connaître à l'heure actuelle des changements qui sont assez insidieux, non pas parce qu'il y a des vilains qui ne veulent pas les mettre sur la table, ces changements, mais que ce sont des changements surtout qui dépassent totalement le cadre strict du système éducatif. Et que malgré tout, le système éducatif va être obligé de les gérer au moins mal. Et je pense très fortement qu'il vaut mieux que nous en soyons conscients, vous en tant que cadre, et je dirais après les élèves, voire les parents, voire les professeurs, parce qu'ils vont en être les acteurs d'une façon ou d'une autre. Donc première partie, le contexte. De façon bien sûr très subjective, c'est-à-dire que j'ai fait le même type d'introduction la semaine dernière, je n'ai pas dit strictement la même chose, il y a des témoins, mais je vais quand même garder un certain nombre de points communs par rapport à ces 2 interventions. Il y a 3 traits, alors il y en a bien d'autres, des traits qui permettent de caractériser le fonctionnement actuel. Moi j'en vois 3 pour essayer de poser le problème que je dois traiter devant vous ce matin. Première chose, c'est que, en gros, on a un fonctionnement qui fait que le temps scolaire, c'est-à-dire le temps où les élèves sont avec les professeurs dans les salles de classe, c'est majoritairement consacré à la transmission de connaissances. Alors, derrière ce majoritairement, on voit bien sûr et on a dans la tête ou bien son propre fonctionnement, ou bien évidemment de multiples contre-exemples. Mais si on fait le compte, et il y a de nombreuses études qui ont été faites, je vous renvoie à des études faites par l'ADEPE par exemple, eh bien majoritairement, on est actuellement, et je n'ai pas dit encore comme si c'était la pire des calamités, on est simplement dans une situation où la majorité, la part la plus importante du fonctionnement
consiste à transmettre des connaissances. La deuxième chose, et conséquence de cette première réalité, c'est que dès lors que la majorité du temps scolaire est consacrée à la transmission de connaissances, eh bien, l'utilisation de ces connaissances est souvent reportée à l'extérieur de la classe, et pour une part importante aussi. Qui n'a pas, dans cette honorable assemblée, le souvenir de ce qu'il a fait en tant que professeur, surtout si il est professeur du secondaire, c'est un petit peu moins vrai pour nos collègues de l'enseignement primaire, qui, à la fin d'un cours, quelle que soit la discipline, dit « pour la prochaine fois, vous me ferez telle chose ». On est donc bien dans l'idée qu'il y a une part importante, non négligeable, de ce qui est du domaine de ce que les élèves doivent savoir et savoir faire à un moment donné, qui est traité ailleurs que dans la salle de classe. Il y a quelques contre-exemples. Bien sûr, le PS est un contre-exemple. Il est rare qu'on dise en cours de PS, pour la prochaine fois, vous vous entraînerez à faire je ne sais quel geste particulier relevant de l'EPS, par exemple, le service au tennis, pas beaucoup d'endroits où on peut s'entraîner, même si on estime que c'est nécessaire. Ou bien la stratégie d'un sport collectif, pas vrai qu'on le fait chez soi. Donc il y a quand même quelques exceptions, mais elles sont très très rarissimes. Troisième point très large, c'est que notre système, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'école élémentaire, même si certains textes poussent à faire autrement, est organisé par la comparaison du travail de l'élève à un idéal absolu, forcément. S'il est idéal, il ne peut être qu'absolu. Problème philosophique intéressant, mais je ne vais pas aller là-dedans. Par le jeu des notes, et des notes sur 20 en particulier pour l'enseignement secondaire. En gros, quand j'ai rencontré, dans mes fonctions passées, j'ai évoqué très rapidement au début de cette intervention, j'ai présenté le système éducatif français en termes très simples à des collègues étrangers. Quand on dit ces trois choses-là, et qu'après ces collègues vont dans un établissement scolaire, ils ne sont pas surpris. On a un système de transmission de connaissances, de report de travail au domicile, on va dire, des élèves. Et troisième chose, un jeu de comparaison à un idéal absolu par le jeu des notes. Les copies, en gros. D'ailleurs, il y a bien des personnes qui sont bien contentes de ne pas avoir de copies ou d'autres qui sont bien jalouses de ceux qui n'en ont pas. Bien. Or, par rapport à cette situation, il y a un phénomène qui est en train de se produire, dont on n'a peut-être pas, au niveau du corps enseignant, senti toute la profondeur pour les années à venir. C'est que depuis 2005-2006, on est en train de complètement chambouler l'organisation des contenus d'enseignement. Le recours aux compétences dans les contenus d'enseignement pose des questions qui sont totalement nouvelles et qui vont amener l'ensemble du système éducatif dans les quelques années à venir à évoluer de façon fondamentale. Alors, certains d'entre vous pensent peut-être déjà, oui, mais ça n'a rien de nouveau. Historiquement, déjà, on peut quand même dire que c'est relativement nouveau. Je vous rappelle, je vous signale pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, le premier à avoir parlé de compétences explicitement, c'est-à-dire avoir utilisé le terme en dehors de la voie professionnelle dans les années 70, pour les disciplines professionnelles et non pas pour les disciplines de l'enseignement général. Le premier donc à avoir utilisé ce terme, c'est François Bayrou en 1995, quand il a décidé de rédiger les programmes de l'enseignement primaire en termes de compétences, et quand il a été le premier à ouvrir et à diffuser un livret de compétences pour évaluer les travaux des élèves de l'enseignement primaire. Après, ça a été extrêmement prudent, extrêmement lent. Alors, il y a des contre-exemples. J'évoque souvent, par exemple, l'éducation physique et sportive. Pour son évaluation au baccalauréat, en 1995, nous avons été obligés, effectivement, de voir comment on pouvait transformer les compétences telles qu'elles sont évaluées en notes pour l'attribution du baccalauréat. Mais vous voyez, 95, ce n'est pas la préhistoire par rapport au système éducatif. On n'en est pas à 1802 avec la création du baccalauréat par Napoléon. Donc on est dans des évolutions extrêmement récentes et dont il faut bien se dire qu'elles ne sont absolument pas à l'heure actuelle totalement digérées ou comprises ou assumées par notre système. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense,
que l'ESN, dans un cadre comme celui-ci, est amené à nous faire travailler ensemble sur cette question-là. Plus que la question de l'évaluation, moi, la question qui m'intéresse et qui me semble essentielle, c'est la question des compétences. Pourquoi est-ce que je dis effectivement que cette nouvelle donne est importante? Première chose, c'est que on a, dans tous les programmes d'enseignement à l'heure actuelle, une inversion de plan. Jusqu'à présent, nous avions des programmes d'enseignement rédigés en termes de connaissances, structurés autour des connaissances, et parfois, dans certaines disciplines, progressivement, très prudemment pour certaines, de façon très hostile pour d'autres, il y avait des suggestions de compétences. Alors, je prends des exemples simples. J'ai dit, je suis professeur de mathématiques. Le programme de mathématiques était structuré, et d'ailleurs, pour une bonne part, encore structuré de cette façon. Il y a l'algèbre et la géométrie. Ce sont bien des champs de connaissances. Il y a dans les mêmes programmes de mathématiques, petit à petit, l'apparition de compétences à développer, à acquérir, à faire acquérir. Bon. Il y a des disciplines pour lesquelles, et certains d'entre vous l'ont certainement connu, Dominique Borne, pour ne pas le citer, qui avait affirmé il y a très longtemps, c'était en 1987-88, à l'époque où nous travaillions ensemble sur les objectifs de référence, là aussi ça peut évoquer certaines choses pour certains d'entre vous, Dominique Borne disait « Il n'y a pas de compétences en histoire et géographie ». Et donc, petit à petit, on voit quand même se développer dans les programmes d'enseignement cette inversion de plan. Au lieu de structurer les contenus autour des champs de connaissances, on va les structurer autour des compétences. Le déclencheur, très clairement, le socle commun. Socle commun, loi de 2005 et décret de 2006, de juillet 2006. Depuis, la plupart des programmes de collège ont suivi la même démarche. Depuis, les programmes de l'enseignement général de la voie professionnelle ont suivi aussi la même démarche. Alors certains pensent, oui, bon, la voie professionnelle, alors je le redis à chaque fois, je vous rappelle, mes chers collègues, que ça représente un élève sur 3. Alors je veux bien qu'on estime que c'est une part négligeable du système. Un élève sur 3 à la sortie de 3e, ce n'est pas négligeable. Et donc, ils sont rentrés aussi dans cette logique. Je vous renvoie dans un temps aussi court, je le redis, que ce qui m'est apparti ce matin, je ne peux pas vous montrer les extraits de programme, ils sont dans mon ordinateur, mais vous verrez si vous avez l'opportunité ou la volonté d'aller voir, effectivement, très clairement, il y a une rédaction des programmes de l'enseignement général dans la voie professionnelle structurée de cette façon. Alors restait, bien sûr, le gros morceau, la référence du système éducatif français, c'est-à-dire le lycée d'enseignement général et technologique, c'est-à-dire en gros même la voie générale. Allez, avec un tant soit peu de provocation, la voie S, qu'allait-il en advenir? Or, je vous renvoie à une recommandation du Haut Conseil de l'éducation qui dit, et d'ailleurs ça a été suivi des faits, que dorénavant les nouveaux programmes des lycées d'enseignement général et technologique doivent être rédigés en termes de compétences également. C'est une recommandation qui date de mémoire du 7 décembre 2010. C'est le jour d'ailleurs où, à partir duquel la réforme des lycées a été mise en place. C'était le jour où le ministre a annoncé la réforme des lycées et c'est le jour où le Haut Conseil a fait cette publication. Progressivement, nous allons vers cela. On peut même élargir un tout petit peu le champ et passer dans l'enseignement supérieur. Bien sûr, vous savez qu'il n'y a pas de programmes nationaux dans l'enseignement supérieur, mais regardez, si vous en avez l'opportunité, parce qu'ils ne sont pas facilement trouvables, la plupart des premiers cycles de l'enseignement supérieur, en raison de la masse d'échecs importants que l'on connaît, la plupart sont en train de se transformer et de rédiger aussi leur contenu d'enseignement en termes de compétences. Donc, si vous voulez, tous les arguments qu'on a pu entendre, que vous avez pu tenir, vous avez pu entendre, en disant « oui, moi je le ferai bien », c'est facile, je vais trouver un bouc émissaire qui n'est surtout pas moi, mais en étant prof des écoles, je l'aurais bien fait, mais vous savez, il y a le collège, mon pauvre monsieur. Oui, je suis désolé, maintenant le collège, en dehors d'un cas particulier sur lequel on pourrait revenir hors séance, qui est précisément le programme de français, plus en retard que le programme précédent, programme de 1996, pour des raisons didactiques qu'on pourrait développer, mais j'en ai pas, c'est pas le cœur du sujet, mais on pourrait en reparler avec certains d'entre vous si ça les intéresse. Donc, non, le programme du collège est en train d'évoluer très nettement dans cette direction.
les collègues de collège disent « Oui, c'est très bien ça, mais vous savez, le lycée ». Eh bien non, mes chers collègues, le lycée est en train de suivre aussi la même évolution. Et le lycée tient, et c'est certainement là que les réticences sont les plus fortes, le lycée se dit « Non, nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique parce que ce n'est pas préparé correctement à l'enseignement supérieur ». Eh bien, regardez, l'enseignement supérieur est en train d'évoluer comme cela, y compris d'ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, les classes préparatoires. Donc, on est dans une dynamique, dans une évolution, qui est une évolution de changement de plan. Il n'est pas question de dire que mettre au premier plan les compétences, c'est nier l'existence de connaissances, c'est vraiment une inversion de plan. Ce qui doit être la priorité n'est sans doute plus la transmission des connaissances, mais le développement des compétences. Le deuxième changement, ce sont les évaluations externes. Alors, ce qu'on appelle évaluation externe, c'est ce qui ne relève pas directement de la responsabilité de l'enseignant, voire de l'établissement. Alors, il y en a deux sortes, très clairement. Il y a celles qui sont organisées, faites, construites par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire c'est des évaluations, par exemple, de fin de CE2, fin de CM2, fin de 5e, etc. Je vous rappelle, et je distingue très clairement ces évaluations, de ce qu'on a appelé à une époque les évaluations diagnostiques, que je fustigerai tout à l'heure parce que le terme est insensé, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens, et qui était de faire des évaluations de début de 6e, de début de seconde générale et technologique ou de seconde professionnelle. Okay, on n'est pas dans ce registre-là. On est là bien dans un registre de validation, d'évaluation des acquis en fin de parcours. Bien sûr, il y a un autre, ces évaluations sont rédigées en termes de compétences et non pas en termes de connaissances. On ne vérifie pas si l'élève connaît le théorème de Pythagore, on vérifie si l'élève sait utiliser le théorème de Pythagore dans telle circonstance ou dans tel problème posé. Deuxième exemple très fort qui marque le système, qui marque les systèmes des pays de l'OCDE, bien sûr, c'est PISA, Programme international de suivi des acquis des élèves, qui bien évidemment est forcément fondé sur des évaluations de compétences. Il y a un exemple qui est complètement idiot, mais je vais bien sûr me faire un plaisir de le citer. Quand on veut évaluer la maîtrise de la langue maternelle, comment voulez-vous que je fasse quand j'essaye de comparer la performance des Finlandais, des Coréens et des Français, leur langue maternelle n'étant pas la même, il faut bien que je travaille sur des compétences et non pas sur des connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait pour un Coréen, pour un Français, pour un Finlandais? Certainement pas la même chose. En revanche, savoir comment on doit utiliser l'imparfait, à quoi peut-il servir dans la rédaction ou dans l'expression orale ou écrite, oui, ça c'est peut-être des choses comparables. Donc, bien sûr que les évaluations internationales, en particulier PISA, ces évaluations sont rédigées aussi en termes de compétences. Toujours la même remarque, dire qu'on évalue en termes de compétences ne signifie pas qu'il n'y a plus de connaissances à maîtriser, à connaître, savoir qu'elles existent, ces connaissances, et jusqu'à quel point doit-on les avoir constamment à disposition. On y reviendra, c'est certainement une des questions les plus lourdes à l'heure actuelle à traiter par rapport à l'évolution en cours. Bien sûr, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en collège, je crois que c'est le cas, eh bien, il y a l'intrusion totalement nouvelle par rapport à notre système du livret personnel de compétences, c'est-à-dire que c'est un outil de suivi, paraît-il de suivi des acquis, mais est-ce qu'on acquiert une compétence? Voilà une question qui manifestement bloque terriblement la réflexion des collègues enseignants. Et ce n'est pas, parce que c'est aussi facile de le dire, parce qu'ils sont conservateurs, parce qu'ils sont incapables de bouger. Non, c'est parce qu'il y a un vrai problème derrière et un problème de réalité. Donc, bien sûr que c'est un changement important, et c'est un changement qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, et pour lequel on peut dire, oui, bah, il suffit qu'ils mettent des croix n'importe comment. Si cet outil sert à définir le profil des élèves, à choisir l'orientation et à prévoir le parcours scolaire des élèves, il est évident qu'il faut que nous prenions
une attention tout à fait particulière vis-à-vis de l'utilisation qui va en être faite. Sinon, je dirais qu'on est très inconscient vis-à-vis des élèves. Et les élèves s'en rendront compte très vite. Donc ce livret de personnel de compétences est un instrument qui va avoir un poids considérable sur l'évolution en cours. Et pas simplement pour savoir est-ce que je vais mettre la croix en face de oui ou de non. Ce n'est pas ça la question de fond. J'y reviendrai bien évidemment un petit peu plus tard. Je voudrais simplement vous dire, parce que c'est comme ça a été rappelé en amont et que j'ai dit, ce que j'ai dit moi-même tout au début de cette intervention, cette évolution est une évolution inéluctable. C'est une évolution inéluctable pour deux raisons principalement, que je ne vais pas développer, mais que je vais simplement citer. La première chose, c'est que quand on est rédacteur de programme à l'heure actuelle, quand on a la responsabilité de l'écriture des programmes et quand on ne se contente pas simplement de lire ça superficiellement en disant quelle est la bande d'abrutis qui a pu rédiger un texte aussi mauvais, eh bien, la question fondamentale, c'est que nous ne savons pas, à l'heure actuelle, quelles sont les bonnes, entre guillemets, connaissances qu'il faut enseigner dans le cadre de la scolarité initiale. Vous allez me dire pourquoi ? Oh, c'est très facile de le prouver. Je vais vous donner deux exemples majeurs. Il se trouve que j'étais responsable des programmes. Quand on a publié, j'étais au Conseil national des programmes, quand on a publié le nouveau programme de 3e de Sciences de la vie et de la Terre. Responsable du groupe, Jean-François Bach. Qui est-il ? Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Spécialiste d'épidémiologie. Il est évident que personne ne peut résister à son argumentation. Il est évident aussi qu'il est intimement persuadé, et j'ai envie de dire heureusement, que le champ de recherche auquel il a consacré sa vie, il estime qu'il est indispensable que tout élève, à la fin de la scolarité obligatoire, l'ait rencontré, l'ait compris, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a introduit l'épidémiologie dans les programmes de 3e. Moi, naïvement, j'étais responsable, président par intérim du Conseil national des programmes. Oui, monsieur, oui, bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Oui, j'enlève quoi ? Parce que ça ne se fait pas en 3 semaines, ça ne se fait pas en quelques heures. Et donc, il a bien fallu, pour dégager du temps, enlever autre chose dans les programmes de SVT du collège. Les personnes qui connaissent cette discipline savent qu'on a fortement allégé la partie géologie du programme de 4e. Pourquoi ? Parce que Jean-François Bach estime que la géologie ne doit pas être enseignée de cette façon au niveau de l'enseignement initial. Voilà typiquement. Alors après, on peut citer d'autres exemples, plus sournois, mais aussi plus évidents. Le développement de la littérature. On enseigne Amélie Nothomb ou on enseigne que Émile Verhaeren. Émile Verhaeren, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le pseudo-poète, on va dire, que tous les élèves ont appris quand ils ont été à l'école dans les années 60. Qui se souvient d'Émile Verhaeren à l'heure actuelle ? Personne. Toujours est-il qu'il faisait... Si, les plus anciens, pardon. Oui, nous. Oui, non, mais je ne pouvais pas dire les plus anciens, c'est désagréable. Que je le dise pour moi. Donc, mais il est bien évident que... Et faut-il enseigner Amélie Nothomb ? Voilà une vraie question. La question, c'est que face à la masse de connaissances, il n'y a pas de critère absolu pour dire ça doit être enseigné ou pas. Vous questionnez les enseignants, vous questionnez les scientifiques, c'est-à-dire ceux qui font la science, en leur disant oui ou non, vous trouverez autant de réponses pour que de réponses contre. J'ai eu l'initiative des premières consultations des enseignants sur les programmes. À l'époque, c'était pour les programmes d'histoire et géographie de classe de seconde, où il y avait une tension terrible au sein du groupe de conception. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On en était certain. C'est que, bien évidemment, on a eu à peu près 50-50. 50% étaient pour telle orientation, 50% étaient contre. Et donc, entre guillemets, on a fait ce qu'on a voulu. Et ça, ne le répétez pas trop aux profs, parce que sinon, ça risque de les démobiliser. Bien, mais c'est quand même une réalité. Première chose, on n'a plus aucun élément pour choisir les connaissances qu'il convient d'enseigner. Dernier exemple, pour les matheux, on a introduit il y a quelques années les statistiques. Il est bien évident qu'il a fallu faire de la place.
Alors on a dit, oui, les statistiques, il y en a partout, il y a des camemberts dans tous les articles de presse, etc. Est-ce qu'il y a besoin pour lire effectivement un camembert d'avoir fait des statistiques, d'avoir fait des exercices calculant des moyennes pondérées, etc. Pas du tout. Toujours est-il que c'est le choix qui a été fait. Et ça a été fait au détriment soit de l'arithmétique au niveau des classes de terminale, soit de la géométrie quelques années auparavant. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. Il y a tellement de connaissances. 80% des découvreurs de tous les temps, au sens le plus large des découvreurs, sont encore vivants. On a une augmentation de la quantité de connaissances à l'heure actuelle qu'on n'a jamais connue. Donc, on a une impossibilité de choisir. Donc, il y a des choix qui sont arbitraires, ça ne veut pas dire qu'ils sont inconscients, et ces choix étant arbitraires, ils ne sont pas forcément compréhensibles et acceptés par nos collègues enseignants, qui de là trouvent une raison pour avoir eux-mêmes une attitude arbitraire en disant « Oh bien non, moi, ça, finalement, ça ne me plaît pas, donc je ne vais peut-être pas le traiter. Si j'avais été consulté, si on m'avait écouté, on n'aurait pas mis, donc j'estime que... » Et moi, je dis que c'est extrêmement dangereux, cela. Je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, ça n'a pas l'air de vouloir changer dans les années à venir, il y a deux piliers qui fondent l'unité de notre système éducatif, ce sont les programmes nationaux et le recrutement national. Si on va vers un éclatement du programme national, je crois personnellement qu'on court un très grand risque. Donc, méfions-nous et voyons bien que cette inversion de plan, ce n'est pas du tout l'école anglo-saxonne qui est en train de prendre le pas sur l'école française. C'est la réalité qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune façon raisonnable, acceptable, compréhensible pour justifier effectivement le choix d'une connaissance pour l'inscrire dans un contenu d'enseignement, dans un programme. Et la deuxième chose, au moins aussi lourde, c'est que la mission de transmission des connaissances, mission essentielle de l'école, est en train de voler en éclats. Personne ne l'a décidé. On ne peut pas identifier un vilain qui aurait pris une mauvaise décision, pas du tout. Mais comment faisons-nous les uns et les autres quand on a besoin d'un renseignement? On ne va plus dans une bibliothèque. On prend son ordinateur, portable dans la plupart des cas, et on tape sur Google. Et sur Google, on trouve les 25 000, 50 000, 2 millions de références qui nous permettent d'avoir en quelques secondes le renseignement qu'on cherchait. Alors vous allez me dire, mais vous êtes complètement fou, monsieur Rollin. Ce n'est pas une connaissance que vont attraper les élèves de cette façon-là. D'accord, ça, moi, je l'ai compris. Je crois l'avoir compris. Essayez, et vous le savez bien, ayant été devant une classe il n'y a encore pas si longtemps, essayez de faire croire cela, de faire comprendre cela à un élève de 14 ans. Vous n'y arriverez pas. Il ne vous croira pas. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de se dire « il faudrait faire cela ». La vague, elle nous a déjà emportés. Déjà, les élèves sont persuadés qu'il suffit d'aller sur Internet pour assimiler le savoir, l'information là, à une connaissance qui est une connaissance intégrée. Donc moi, ma philosophie à l'heure actuelle, c'est plutôt que d'essayer de jouer les arrière-gardes, les conservateurs en disant « mais non, on peut sûrement revenir ». Non, non, on ne reviendra pas en arrière. Nous faisons pareil, mes chers collègues. Donc pourquoi voulez-vous que les élèves fassent mieux? Peut-être pas exagérer quand même. Et donc, je crois qu'il faut bien mieux qu'on se dise la mission essentielle de l'école ne peut plus ou ne doit plus être simplement la transmission des savoirs. Il y aura d'autres façons, il y a déjà d'autres façons pour accéder au savoir et aux connaissances. Je vous renvoie à un texte absolument fabuleux, et je pèse mes mots en disant cela, de Michel Serres. Je pense qu'on peut n'avoir que du respect pour cette personne qui a fait ce discours, devant l'Institut au printemps dernier, qui s'intitule « Petite Poussette ». Poussette écrit P-O-U-C-E de T-E. En gros, il décrit la nouvelle génération, et la petite poussette, c'est la petite fille de quelques années qui, avec son pouce, est capable d'appuyer sur les touches de l'ordinateur. Et il dit très très bien, Michel Serres, si je peux me permettre de faire une telle évaluation des propos de Michel Serres, c'est un peu tout outrecuidant, mais vous allez m'en excuser, j'espère. Il dit très clairement, l'évolution actuelle est au moins, voire plus importante, que la transformation qui s'est produite dans la société quand on est passé à l'imprimé.
c'est-à-dire quand Gutenberg a inventé l'imprimerie. On est en face du même type de révolution. Donc, n'essayons pas de garder les mêmes credos, n'essayons pas de garder les mêmes références, ayons simplement conscience de, je ne nous demande pas, je ne me demande pas d'être suffisamment intelligent pour maîtriser cela, mais il faut déjà qu'on le sache, il faut déjà qu'on en soit bien persuadé, plutôt que de dire non, mais ça c'est anecdotique, ça passera, rien du tout. Regardez la façon dont nous, chacun d'entre nous, utilisons de plus en plus ces outils de recherche, de moteurs de recherche grand public, pour notre travail, et non pas pour des choses uniquement pour acheter nos billets de train, nos billets d'avion, ou nos places de cinéma ou de théâtre. Donc, non, on est face à une évolution et une révolution qui fait que la mission centrale de l'école traditionnelle en France, de transmission des savoirs, est en train de nous échapper. Notre légitimité scolaire, à cet égard, est en train de nous échapper. Et nous le faisons, nous l'entretenons, nous aussi. Là encore, il n'y a pas des gentils et des vilains, c'est une évolution qui nous dépasse totalement. Donc voilà le paysage. Mes chers collègues, les compétences, et c'est dans ce contexte de compétences, contexte impossible à maîtriser, que nous avons à travailler sur le suivi des acquis, thème qui m'est imposé aujourd'hui. Avant de parler de l'évaluation, j'aimerais bien vous rappeler, ce n'est pas à vous, mais c'est plutôt pour alimenter ce que vous pourrez dire à un moment donné aux collègues enseignants de vos établissements, un certain nombre de préoccupations. J'ai mis question, on aurait pu mettre autre chose. La première remarque que je voudrais faire, c'est que je suis absolument désolé de le rappeler, mais je ne suis pas sûr que les enseignants soient si convaincus que cela. Avant de vouloir évaluer, il faut qu'on ait assuré les apprentissages. Et je vous alerte, vous l'avez vécu en tant qu'enseignant, moi aussi, et je pense que ça existe encore à l'heure actuelle, d'après les contacts très nombreux que j'ai avec un bon nombre d'établissements. Ça consiste à reprocher en conseil de classe, par exemple, à des élèves de ne pas savoir faire des choses alors qu'on ne leur a pas enseigné. Le cas, bien sûr, le plus évident auquel on peut penser, c'est manque de méthode. Le doit travailler plus, ça, on peut toujours se poser des questions. Manque de méthode. Comment je fais? Manque d'autonomie. Combien de fois sur des bulletins vous avez lu, vous avez peut-être écrit, en étant totalement convaincu, ou moi d'ailleurs, combien nous avons peut-être fait ce genre de choses, et est-ce que nous avons enseigné cela avant de pouvoir le reprocher à un élève de ne pas le maîtriser au niveau qu'on estimerait nécessaire? Donc, première chose, si nous parlons de suivi des acquis, les acquis ne peuvent être que des acquis pour lesquels, à un moment donné, nous sommes intervenus. Peut-être de façon très ténue. Il n'est pas question dans mon propos de dire que seuls ne valent les enseignements et les apprentissages développés à l'école. Mais peut-on reprocher à un élève de ne pas savoir faire quelque chose si à un moment donné, constatant cette lacune, nous n'avons pas pris les dispositions pour la combler? Ma réponse est manifestement non. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Je vous rappelle, je ne crois pas que j'aurai l'occasion, je change mon montage à chaque intervention pour être un petit peu surpris dans sa présentation. Je vous rappelle quand même que l'évaluation, c'est la mesure de l'écart entre le signal émis et le signal reçu. Donc il faut bien à un moment donné que nous ayons émis un signal. Cette définition, je vous renvoie, c'est Charles Hadji, qui a fait un très bon bouquin qui s'intitule « Questions d'évaluation » chez ESF, qui est un vieux bouquin maintenant, il doit avoir une vingtaine d'années, mais qui pose très bien ces questions très élémentaires. Donc, fondamental à dire à nos collègues enseignants. Si vous voulez évaluer, vous n'avez pas le choix des compétences, il faut que vous ayez pris les décisions pour assurer les apprentissages. Deuxième chose, il est clair de mon point de vue que le risque, et c'est pour ça que je prends de multiples précautions devant vous ce matin, le risque bien évidemment, c'est que la classe ne change pas. Cette classe caricaturale
où le prof est soit conférencier dans le cadre d'un cours magistral, soit chef d'orchestre dans le cadre d'un cours dialogué, et qu'au bout du bout, rien ne change si ce n'est que « Ah bah tiens, on va regarder la production de l'élève de façon différente, c'est-à-dire qu'on va porter notre regard à travers un certain nombre de compétences ou de capacités. » Est-ce qu'à travers un fonctionnement normal, habituel, normal, c'est-à-dire conforme à la norme, habituel, c'est-à-dire une classe avec un professeur conférencier ou un professeur chef d'orchestre, les élèves ont l'opportunité de développer des compétences. Si c'est le cas, si nous avons la conviction que c'est le cas, nous pouvons dès lors évaluer les compétences mises en jeu. Si nous avons la conviction que ce n'est pas le cas, alors nous ne pouvons pas évaluer les compétences. Et donc, il faut changer de méthode. Je voudrais revenir quelques instants sur le chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est intéressant, c'est le cours dialogué. C'est le cours qui donne tant de plaisir et de satisfaction aux enseignants. C'est le cours après lequel on a en salle des professeurs ces échanges en disant « ça a vachement bien marché ce matin, ils ont rudement bien participé, c'était génial. Pour une fois, j'ai été là, jusque là où je voulais aller. Et en plus, ils avaient l'air d'être contents. » Alors, avec une once de provocation, je vais vous dire « mais finalement, qu'ont-ils appris à la fin de cela ?» Qu'est-ce que c'est que cet apprentissage qui, en principe, est un apprentissage collectif? Qu'est-ce que ça veut dire que la classe a appris? Regardez bien comment ça se passe. Je suis le chef d'orchestre et j'ai ma classe devant moi, j'interpelle sur un sujet donné. Et donc, il y a un tel qui va dire telle chose et je vais écrire au tableau, mais pas n'importe où. Parce que ça, c'est un argument que je vais garder, donc je vais le mettre à tel endroit. Et tel autre va répondre telle autre chose, mais ça, je sais que ça ne sera pas très intéressant. Donc, de façon insidieuse, sournoise, pas toujours transparente, je vais l'écrire à un autre endroit. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, je vais finir par cette phrase magique en disant « On est bien d'accord !» Ils sont d'accord avec rien, mes chers collègues. Mais ils ne sont d'accord avec rien, ils n'ont rien vu. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que ce que ne fait pas le professeur de l'enseignement primaire de cours préparatoire, qui consisterait à faire lire un texte, à peu près d'une dizaine de lignes, en faisant lire à chaque élève un mot, en faisant tourner. Vous me lisez le premier, puis le deuxième, et à la fin, on dirait « Ah ben c'est bien, ils savent lire l'intégralité du texte. Et en plus, ils l'ont compris. » Eh non, je n'ai aucune assurance. Ça ne veut pas dire que rien n'est acquis. Je n'ai aucune assurance, après le cours dialogué, de la maîtrise à quelque niveau que ce soit, de l'ensemble de ce qu'a réussi la classe. Qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage collectif? Ça n'a aucun sens sur le plan ni pédagogique, ni didactique. C'est un travail de confort, c'est un travail de motivation, et donc il peut être important. Mais n'essayons pas de croire et de faire croire aux élèves ou à nous qu'à la suite de cela, c'est bon. La classe ayant su faire, chacun des élèves doit savoir et doit savoir faire. Troisième chose, il est clair que l'essentiel de ces évolutions, c'est-à-dire la mise au premier plan des compétences, pose et relève de questions didactiques. Ce n'est pas un problème d'outils. Je suis désolé, vous attendiez peut-être à ce que je vous donne des clés d'outils, si j'ose dire. Ce mot est un peu dangereux, mais je vais quand même le répéter. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Si nous traitons la question didactique liée à la mise en place des compétences, nous traiterons de facto la question de l'évaluation. Ce n'est pas une question de grille. C'est un problème fondamental d'apprentissage, donc de didactique, et donc peut-être d'organisation pédagogique. Mais presque en deuxième main, je dirais, l'organisation pédagogique. La question de fond est une question didactique. Qu'est-ce que ça veut dire à moi, enseignant, devant une classe de tant d'élèves, de traiter telle partie du programme rédigé en termes de compétences? Le certifié ou l'agrégé d'histoire et géographie savait traiter pour une classe de seconde la Révolution française. Est-ce que le même professeur d'histoire et géographie
c'est avec autant d'aisance, c'est un euphémisme que de le dire ainsi, traiter à l'heure actuelle la compétence qui relève du programme de 6e, raconter un fait historique. C'est ça qui est intéressant et c'est ça l'évolution. On ne lui demande pas seulement de savoir, on lui demande aussi, les concours le demandent de façon très forte à l'heure actuelle encore, mais toujours est-il qu'on va lui demander surtout de développer chez ses élèves un certain nombre de compétences. Et si ce n'est pas une question didactique, j'aimerais bien savoir comment ça s'appelle. Et l'évaluation ne sera que la conséquence de cette prise de conscience, de cette évolution, de cette prise en main de la transformation des contenus d'enseignement. Alors, et nous n'avons pas le choix, même si de partout on freine, c'est clair, on trouve n'importe quel alibi, n'importe quel argument pour essayer de dire il ne faut pas y aller. Et les programmes sont là, ils sont nationaux. Je le répète, donc, privilégier les compétences, ça va nous amener à terme, à moyen terme, à court terme, ça va amener à revoir le contenu et l'organisation des heures de classe. On ne peut pas continuer à faire un cours dialogué. Ça ne portera pas de la même façon sur le développement des compétences que sur la pseudo-acquisition d'un certain nombre de connaissances, comme je l'évoquais il y a un instant. On ne pourra pas continuer de la même façon, avec la même pertinence, faire une présentation magistrale d'un contenu d'enseignement, le cours remarquable que chacun d'entre vous, Mathieu, a pu faire, par exemple, sur la présentation des intégrales en terminale, cours fabuleux pour le professeur, un peu obscur pour nombre d'élèves, certes, mais remarquable, où le prof prend une véritable jouissance. Toujours est-il que ça ne pourra pas continuer de la même façon, de façon régulière. Même sur un certain nombre de sujets, ce type de comportements pourront continuer à survivre. Ça nécessite bien sûr de travailler sur la complémentarité des approches disciplinaires. Eh bien oui, vous savez que c'est une des raisons essentielles de la difficulté et de l'échec scolaire. Les élèves n'arrivent pas à faire les ponts entre ce qu'ils ont appris dans telle discipline pour pouvoir le réinvestir dans une autre discipline. Rien n'est fait, je l'ai redit, ayant eu la responsabilité des programmes. On a donné des instructions, on a suivi, on a suggéré. Mais il n'y a aucune réalité épistémologique pour faire ces ponts entre les disciplines. Alors, il y a quelques volontaristes qui vont vers des actions interdisciplinaires, mais je le redis avec beaucoup de cynisme, qui n'ont strictement aucune réalité épistémologique. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne marche pas depuis de nombreuses années. En revanche, si quand j'évoque Révolution française devant un ensemble de professeurs, bien sûr, c'est le prof d'histoire qui se dit « ça c'est pour moi ». Si je dis Picasso, ça sera notre collègue d'art plastique, et si je dis bien sûr Ravel, ça sera notre collègue d'éducation musicale, mais si je dis argumenter, eh bien j'espère que tous les collègues, y compris celui d'EPS, vont dire « oui, moi je suis là, et je contribue à ». Dès que nous parlons de compétences, les champs disciplinaires, l'appartenance à des champs disciplinaires s'étiolent, disparaissent. Et la question est de savoir apprendre à argumenter, développer les qualités d'argumentation chez les élèves. Il ne faut pas, et je pèse mes mots en disant cela, qu'un professeur puisse dire « c'est moi et ce n'est que moi ». On sait très bien dans cette assemblée que ce n'est pas parce qu'on sait argumenter en mathématiques qu'on saura argumenter avec la même qualité dans une discipline comme l'histoire ou l'éducation physique et sportive. Et justement, tout l'intérêt de la scolarité initiale, de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est précisément de donner l'occasion aux élèves de développer ces qualités-là à travers un certain nombre de champs différents, avec des outils qu'on pourrait appeler connaissances, différents. Argumenter en histoire, ça nécessite de posséder des outils qui ne sont pas les mêmes que les outils qu'on va utiliser en mathématiques ou en éducation physique et sportive ou en art plastique. C'est justement cette complémentarité, et je dis bien complémentarité. Je ne dis pas qu'il y a zone de recouvrement, je ne parle pas d'interdisciplinarité, je ne parle pas de pluridisciplinarité, je ne parle pas de transdisciplinarité. Je parle de complémentarité des approches.
Et là encore, les termes sont relativement pesés. Ce qui signifie, et ça fera, je crois, la fin de cette deuxième partie, ce qui signifie qu'il ne faut pas, mes chers collègues, que dans vos travaux avec les collègues enseignants, vous isoliez les questions d'évaluation. C'est, de mon point de vue, une faute. Si vous ne travaillez que sur l'évaluation, eh bien, vous n'arriverez pas, me semble-t-il, à faire passer le véritable message. C'est-à-dire que nous serons, comme je l'évoquais tout à l'heure dans les enjeux, face au risque que, oui, bon d'accord, on va faire semblant pour lui faire plaisir, mais fondamentalement, dans le fonctionnement de la classe, rien ne bougera. Et bien évidemment, il y a eu des expériences dans les années passées. J'ai évoqué tout à l'heure, à propos de Dominique Borne, les objectifs de référence. Il se trouve que j'y étais déjà, c'était en 1987. Nous avons eu la bêtise, c'était pour les classes de seconde, dans 6 disciplines de l'enseignement général. Nous avons fait l'erreur, et je me rends compte maintenant, ça fait quand même quelques années, ça fait 27 ans, 25 ans, on peut quand même avoir le recul suffisant pour analyser. On a beaucoup trop focalisé sur l'évaluation. Et nous n'avons pas assez travaillé à l'époque sur les questions qui étaient effectivement les questions de fond d'apprentissage. Remarque, rappelle aussi que ce que je dis aujourd'hui, je ne peux le dire que parce que je suis le digne héritier de la pédagogie par objectif. C'est bien parce qu'on a fait les erreurs de la pédagogie par objectif dans les années 80, qui consistait à dire que toute compétence complexe est décomposable en une infinité de compétences élémentaires, et que toute compétence élémentaire, n'importe quel élève est capable de la maîtriser, mais qu'il faut avoir prouvé la maîtrise de la compétence N pour passer à la maîtrise de la compétence N plus 1, que nous pouvons faire l'analyse que nous faisons devant vous aujourd'hui ce matin. Mais pour autant, il ne faut pas rester accroché à cette image-là. Et le système, à l'heure actuelle, notre système éducatif, est encore très accroché à cette image-là et à cette représentation de l'enseignement. Je vais y venir dans un instant. Alors, j'ai dit qu'il y allait y avoir des choses à changer. Première chose, les apprentissages. C'est clair. Il y a une chose qui est une certitude. Personne ne conteste. On n'enseigne pas les compétences. On réunit les conditions de sûreté et de sécurité qui permettent aux élèves de les développer. On réunit, on permet aux élèves de développer une compétence. Je vais citer, je suis désolé parce que il voulait encore, le collègue qui m'a fait prendre la suite après moi, aurait bien peut-être pris cette image-là, mais l'ayant créée, je la revendique et je vais donc l'utiliser. C'est que pensez, dites à vos professeurs, exploitez, ce n'est pas la peine de citer l'auteur de cette image, peu importe, l'idée c'est qu'elle passe cette image, qu'elle soit obsessionnelle. L'exemple type pour moi de développement de compétences, c'est le maître nageur. Le maître nageur, excusez-moi, je le dis au masculin, il est difficilement mettable au féminin, maîtresse nageuse, c'est pas très beau, maître nageux, c'est pas très beau. Donc je préfère le mettre au masculin. Regardez ce bonhomme ou cette dame, phénoménal, il n'est jamais dans l'eau. Or, il a un taux de réussite de 99 etc. Comment fait-il pour parvenir, en réunissant des vraies conditions de sécurité? Les élèves ne se noient pas, et heureusement. Et regardons le nombre de fois où, dans nos apprentissages dits intellectuels, nos élèves se noient. Regardons le taux de succès, il n'est pas dans l'eau, et j'irais presque, ne le dites pas à nos collègues enseignants, on ne sait même pas s'il sait nager, lui. Mais on ne va quand même pas leur dire, parce que ça risquerait de les brusquer et mettre un petit peu de feu aux poudres, il n'y a pas besoin, ce n'est pas ça le but de l'opération. Mais en revanche, admirons et considérons effectivement la qualité de ce que fait cet homme ou de cette dame. Un apprentissage complexe, hyper complexe. Il arrive à le développer et il a un taux de succès phénoménal. Alors certains doivent penser, oui, c'est facile. Déjà, essayez avec vos propres enfants ou des proches, vous verrez que ce n'est pas si facile. D'accord ? Et il y a un autre exemple, mes chers collègues, mais que je garde dans ma poche systématiquement, bien plus terrible, même si, d'après certaines études, les succès sont moins importants, c'est l'apprentissage de la lecture. Nos collègues de cours préparatoires
ne se contentent pas de lire devant leurs élèves pour que les élèves lisent. Il faut bien, pour que les élèves apprennent à lire, qu'ils acceptent de descendre dans la piscine de la lecture. Et c'est en descendant dans la piscine de la lecture, s'ils estiment que le professeur est là justement pour réunir toutes les conditions de sûreté et de sécurité, c'est là effectivement que les élèves vont apprendre à lire. Autre exemple, l'écriture, c'est bien en faisant, bien en prenant son crayon, en faisant les boucles, que l'élève va apprendre et à maîtriser une écriture correcte. Alors pourquoi plus on monte, le paroxysme étant bien sûr à l'université, mais même au niveau de l'enseignement secondaire, pourquoi plus on monte, on dit « Ah ben non, maintenant les choses importantes, c'est moi, enseignant, qui les fais, et admirez-moi, regardez comme je les fais bien devant vous. » On est dans la situation d'élèves ébahis, éberlués, lassés parfois, souvent, d'admirer leur professeur en train de nager dans la piscine. C'est pas ça notre école. Ce ne doit pas être cela. Une école qui est destinée à développer les enfants, les élèves, les adolescents, c'est une école où le corps professoral est au bord de la piscine et où il apprend, ce corps professoral, aux élèves à maîtriser ses compétences et ses capacités. Il faudrait, c'est un vœu que je fais à chaque fois, que nous puissions de façon imaginaire, peut-être de façon réaliste, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne, écrire au-dessus de tous les tableaux des établissements scolaires de France et de Navarre, est-ce que je suis en train d'être maître nageur ou de nager à la place de mes élèves? Se poser cette question, interpeller les collègues enseignants en disant, et je reviens sur mon cours dialogué de tout à l'heure, qu'est-ce que je fais là? C'est eux ou c'est moi? C'est eux qui sont en train d'apprendre ou c'est moi qui suis en train de faire semblant de leur apprendre? Il y a un contre-exemple. Dans tous les programmes, la dernière fois que je les ai comptés, il y en avait pour l'enseignement secondaire 547. Ça fait quand même une masse. Eh bien, en comptant toutes les options, y compris dans la voie professionnelle, il y a un programme qui dit explicitement le contraire de ce que je viens de dire il y a un instant, c'est le programme de philosophie, où on dit très clairement, pour apprendre à philosopher, eh bien, il faut, mesdames et messieurs les professeurs, que vous philosophiez devant vos élèves. Il est clair que, quand j'étais président par intérim du Conseil national des programmes, nous avons exprimé, c'est moi qui ai signé cette page, un avis défavorable par rapport à ce choix. Je continue à penser, s'il y a des philosophes, on pourrait en reparler, parce que c'est toujours un sujet de préoccupation, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'enseigner la philosophie? Je ferme cette parenthèse. Le maître nageur, le maître de cours préparatoire, la lecture, l'écriture. Et la deuxième chose, et je suis obligé de le citer aussi, c'est ce qu'on appelle en didactique l'effet Topaz. Topaz, hussard de la Troisième République, visage austère, blouse grise, il fait une dictée. Manifestement, il vient d'enseigner, et je dis bien d'enseigner, la règle élémentaire du pluriel pour les mots ordinaires, c'est-à-dire le fait qu'on mette un S. Il débute sa dictée, les moutons, etc. Il fait comme toute personne qui fait une dictée, il se penche sur l'épaule de quelques élèves pour regarder comment c'est fait. Et chose qui est totalement inadmissible pour chaque enseignant, c'est de constater que ce qu'il estimait devoir être acquis, voire être acquis peut-être parce qu'il avait fait un cours dialogué, tiens, justement. Et peut-être qu'il avait fini en disant « on est bien d'accord maintenant pour que ». Et donc, il constate que pas du tout. Donc, il reprend, comme toute personne qui fait une dictée, les moutons, et tous les élèves, bien sûr, se précipitent pour mettre un S. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il va récupérer les travaux des élèves, bien sûr qu'il aura l'illusion que c'est acquis. Mais qui aura fait l'exercice? Lui. Qu'est-ce que les élèves auront appris? Rien. Quelle certitude aura-t-on de ce que les élèves ont acquis? Aucune certitude. Qui parmi vous, mes chers collègues, parmi nous, me mettant dans le lot, n'a pas un jour eu cette attitude-là? Moi, j'ai des souvenirs, mais terribles, d'élèves de 3e à l'époque. Il y avait pas mal, il se trouve que je faisais pas mal passer mes élèves au tableau, et figures de géométrie un peu complexes, 1 minute, 2 minutes, un élève sympa, un élève qu'on n'a pas envie de mettre en difficulté, qu'on n'a pas envie de voir souffrir. Et bon sang, tu ne vois pas le triangle DEF, il est comment?
Et bien évidemment, en disant DEF, l'élève voit que le triangle est rectangle. Mais qui a fait l'exercice? Ben, c'est Dominique Rollin. Et bien sûr que l'ensemble de la classe va dire on peut continuer. Et bien j'ai fait ce jour-là l'effet Topaz et je crois que nous sommes des milliers, des centaines de milliers, des millions à avoir fait de l'effet Topaz et chaque jour dans nos établissements, avec l'illusion que les élèves apprennent, eh bien nous faisons, le corps enseignant fait de l'effet Topaz. Et ce n'est pas en faisant de l'effet Topaz qu'ils apprennent quelque chose. C'est même la certitude qu'ils n'ont rien appris. Donc vous voyez que, et à travers ça, pourquoi est-ce que je pose la question aujourd'hui? Parce que j'utilise constamment le terme de faire, F-A-I-R-E. Donc ça veut bien dire que c'est une action, c'est bien une compétence, ce n'est pas quelque chose que je dois, que je peux réaliser à la place des élèves. Donc la question est une question d'actualité parce que les contenus d'enseignement ont évolué dans le sens que j'ai décrit dans la première partie. Ça signifie que dans la classe, et j'évoquais tout à l'heure les transformations, il doit y avoir un partage de responsabilités différent. Le prof, il ne doit pas être là comme, il doit être, on va le dire, non pas en creux, mais en bosse, de façon positive. Il doit repérer, il doit analyser, il doit faire des propositions, il doit conseiller, il doit motiver. Regardez, c'est très parlant. Je reprends l'exemple du maître nageur. Allez sur le bord d'une piscine avec un maître nageur normal. Alors vous allez me dire, oui, celui de mon fils, il était complètement fou. Oui, ben, il y en a. Hein. Mais globalement, ce sont des gens qui encouragent, qui sont là pour épauler, qui sont là pour essayer de trouver des solutions et non pas pour reprocher à l'élève de ne pas savoir faire. Mais d'un autre côté, et c'est là peut-être qu'on aura du mal, c'est pour ça qu'il faudra de la stabilité et de la ténacité, il est clair qu'il faut que les élèves acceptent de descendre dans la piscine. Alors, beaucoup doivent se dire parmi vous, mais est-ce que et s'ils n'acceptent pas? Moi, je vous renvoie à un exemple qui n'est pas lointain, un autre pays, c'est ni la Finlande, ni la Corée, c'est-à-dire ce n'est pas ceux qui sont bien classés dans le classement PISA, c'est le Danemark. Petit pays, c'est à peu près gros comme l'Académie de Versailles, et au niveau nombre d'élèves, eh bien, il y a une prise en charge dès le plus jeune âge par une équipe de professeurs qui dure et qui prend en charge de façon régulière jusqu'à la classe de 3e, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et s'il y a des difficultés, il y a effectivement prise en charge complémentaire, etc., par d'autres structures. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que cette habitude de descendre dans la piscine, elle ne peut pas être décrétée au début du collège. S'ils n'ont pas eu l'habitude, les élèves, d'être dans ce climat de sûreté et de sécurité qui leur permet d'oser apprendre, je vous renvoie à certains écrits de Philippe Mérieux à cet égard, il est clair qu'ils ne prendront pas tout d'un coup cette habitude-là au collège. Ça doit démarrer en amont, c'est-à-dire à l'école maternelle, c'est le cas souvent à l'heure actuelle, mais surtout à l'école primaire, l'école élémentaire, pardon. Ça signifie donc une autre conception de l'heure de cours. Ça veut dire que le professeur, il doit se taire. Il faut qu'il arrête d'occuper le temps et l'espace. Dès lors que le professeur est là pour motiver et que l'objectif central, ce n'est pas la transmission des connaissances, c'est-à-dire ce qui occupe le temps, qui occupe son énergie, l'énergie la plus importante de la plupart des enseignants, eh bien non, maintenant, ce n'est pas ça. Il ne doit être ni chef d'orchestre, ni conférencier. Il doit essentiellement construire en amont les éléments qui permettent aux élèves de développer en classe ses compétences et ses capacités. J'ai utilisé là, je le redirai sans doute tout à la fin, un mot essentiel. C'est un problème didactique complexe, là encore, c'est proposer des tâches complexes accessibles. La définition d'une tâche complexe, j'espère que les collègues IPR y reviendront dans la suite de cette matinée, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on développe des compétences, on n'est pas en train de développer des capacités ou des savoir-faire immédiats. Ce ne sont pas des automatismes. C'est la combinaison d'un certain nombre de choses qui permettent d'acquérir une compétence, de développer une compétence complexe. L'exemple, la natation, ce n'est pas simplement le mouvement des bras, ce n'est pas simplement le mouvement des jambes. J'ai appris comme ça en dehors de la piscine il y a quelques années. Le jour où on m'a mis dans l'eau,
A priori, je ne savais pas nager. Je ne sais pas laquelle était la suite, je ne m'en souviens pas. Je suis sorti quand même. Mais toujours est-il qu'il y a bien d'autres choses que simplement les techniques élémentaires de chacune des parties. C'est aussi un des défauts de la pédagogie par objectif que j'ai fustigé tout à l'heure. Donc, il ne faut pas qu'il soit simplement chef d'orchestre ou conférencier. Je m'en moque personnellement que dans la classe, ça soit cacophonique. Qu'est-ce que ça peut faire si chacun des élèves joue une partition correctement, joue sa partition correctement, même si sa partition n'est pas la même que son voisin? L'obsession du corps enseignant, l'obsession de l'école française, c'est que ça doit être harmonieux. Mais je m'en moque que ça soit harmonieux. Ce qui est important, c'est que chaque élève trouve sa propre harmonie. Or, quand vous parlez de travaux en groupe, quand vous parlez de ce genre de choses à des professeurs, immédiatement ils disent « Ah, ou bien ça va faire du bruit, ou bien on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ou bien, etc. » Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Le seul objectif que nous devons partager, c'est qu'ils apprennent. Ils apprennent. Ce n'est pas le rythme auquel ils apprennent qui est l'objectif. C'est est-ce que nous sommes en mesure, pour qu'ils apprennent, de réunir les conditions pour qu'ils apprennent. Ça nécessite aussi, pour les élèves, ça c'est une révolution, simplement d'avoir confiance dans son prof. C'est-à-dire que le prof, il est là, non pas comme censeur, mais il est là essentiellement pour aider au moment où. Je ne sais pas faire, le professeur, il est là pour. C'est ce que nous faisons en tant que parents. C'est ce que nous passons notre temps à faire. Mais pourquoi faut-il être fils d'enseignant, de chef d'établissement ou d'inspecteur pour avoir cette opportunité-là? Ces compétences que nous avons nous-mêmes, est-ce que nous ne pourrions pas, collectivement, ce n'est pas chacun d'entre nous, mais collectivement, les mettre à disposition des élèves pour leur permettre d'apprendre, et non pas au coup par coup, mais de façon institutionnelle? C'est ça la question qui se pose à travers cette évolution, à travers ce changement de plan qui met maintenant les compétences au premier plan et les connaissances en arrière-plan. Ça signifie, et maintenant, je peux enfin aborder la question qui m'était imposée. Parce que je sais maintenant où se situe l'évaluation. Je sais quelles sont les questions qui doivent être traitées pour effectivement que cette évaluation ait un sens. Et je vais vous proposer, dans ce contexte nouveau, une autre vision, une autre approche de l'évaluation des acquis des élèves. Et ce n'est pas simplement comment je vais faire pour faire remplir les grilles à mes professeurs. Ce n'est pas ça dont je vais parler. La première réalité pédagogique, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les établissements scolaires, la plupart des évaluations sont menées par les professeurs dans leur classe. Il y a quelques cas particuliers, il y a l'évaluation de fin de CE2, fin de CM2, etc. Mais s'il vous plaît, mes chers collègues, comptez simplement. Regardez la masse respective que représentent les évaluations menées par chacun des professeurs et les évaluations dites institutionnelles. Il n'y a aucune commune mesure, donc s'il vous plaît, ne focalisons pas sur des choses qui, sur le plan purement du poids, de l'occupation, n'ont aucune commune mesure. Ce qui m'intéresse en étant pédagogue, et c'est dans le cadre de votre mission pédagogique que je m'adresse à vous ce matin, c'est bien évidemment les évaluations au quotidien, c'est celles du professeur, et non pas les évaluations institutionnelles. La plupart d'entre elles, quand on parle d'évaluation avec les enseignants, et vraiment je passe mon temps à l'heure actuelle dans les établissements scolaires, immédiatement on parle de contrôle écrit en temps limité. C'est très très rare que les enseignants aient une autre image. Dès qu'on parle d'évaluation, c'était un petit peu vrai dans le passé quand on parlait de notation simplement, mais c'est encore plus vrai à l'heure actuelle. À tel point d'ailleurs que quand on les interroge, nos chers collègues, sur les commentaires qu'ils font sur les bulletins, quand ils mettent ces phrases un petit peu absconses, en leur disant « mais ça c'est quoi ?» Il n'y en a pas un sur un nombre très important qui vont vous dire que ça relève de l'évaluation. Et pourtant, est-ce que ça n'en est pas? Quand même intéressant de le voir. Est-ce que l'évaluation, c'est forcément le contrôle personnel en temps limité? C'est embêtant, par exemple, en EPS,
quand on travaille à l'évaluation d'un sport collectif. On est bien peut-être en temps limité, mais on n'est pas vraiment individuel. Et le travail de groupe, ah ben non, alors là, on ne peut pas évaluer parce qu'on ne sait pas ce que chacun a fait. Toujours est-il que si chacun n'a pas fait, on est sûr que le groupe n'aura pas fait dans sa globalité. Dernier point, j'insiste, je serine, les évaluations ne sont pas objectives. Et je suis un tout petit peu provocateur à votre égard, elles ne doivent pas l'être. Elles n'ont pas à l'être. Je vous rappelle, je vous signale, toutes les études où l'on questionne les élèves sur les conditions de réussite citent en premier et à des taux phénoménaux de l'ordre de 80 à 85% l'entente avec le professeur. L'entente avec le professeur, il y a bien sûr la façon dont il me considère. Souvenez-vous ce qui a été dit par les élèves de lycée professionnel à la fin des années 90, début des années 2000, au moment où on a travaillé sur l'évolution de la voie professionnelle. Les idées de mépris, de manque de considération étaient mises fortement en évidence. À travers quoi? À travers ce qui est écrit en général. Donc sur les copies, donc ces regards portés sur le travail, sur leur travail. Eh bien, dès lors qu'ils estiment, et on le comprend bien, toute la vie sociale est fondée sur la subjectivité. On sait bien, dans cette assemblée, on travaille plus volontiers avec un tel qu'avec un tel. On sait bien que dans nos professeurs, il y a tel professeur sur lequel on va plus s'appuyer, parce que si ce n'est pas de la subjectivité, comment cela s'appelle-t-il? Et là, miraculeusement, il faudrait que pour l'apprentissage des élèves, on baigne dans le pays des bisounours, où tout le monde s'aimerait, où tous les apprentissages seraient aussi efficaces avec n'importe quel professeur. C'est une illusion, une bêtise, un leurre. Il faut incontestablement considérer que l'évaluation aussi au sein de la classe, et je ne parle pas des examens, je ne parle pas des évaluations institutionnelles, ces évaluations, bien sûr, sont subjectives. Nous devons l'assumer. On doit le dire aux professeurs. Ils doivent en être conscients, ils doivent donc en porter la responsabilité de cette subjectivité. Ils n'hésitent pas à le dire oralement. Qui parmi nous n'a pas dit à un moment donné à un parent d'élève dans un entretien « Ah ben non, écoutez, ça ne va pas du tout, votre petit ». Et qui a osé l'écrire dans les mêmes conditions sur un bulletin? On l'écrit beaucoup plus discrètement sous la forme d'un 7 sur 20 et d'un insuffisant. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est aussi transparent que cela pour le parent? Est-ce que c'est aussi dur? Est-ce que c'est aussi... Non. Donc, soyons clairs avec nos collègues enseignants. N'essayez pas de vous réfugier derrière je ne sais quelle objectivité. La vie sociale est fondée sur la subjectivité. La classe est un ensemble social. Il y a des subjectivités qui doivent être comprises et assumées. Il y a derrière ça, ensuite, quelques évidences. La première chose, c'est évaluer, c'est observer, c'est regarder. La production d'un élève, et donc ce n'est pas simplement une production particulière écrite en temps limité. Tout ce que fait l'élève, la façon dont il répond aux enseignants quand il y a des travaux où on pose des questions, je ne parle pas forcément de cours dialogués, le comportement d'un élève au sein d'un petit groupe, le comportement d'un élève à travers la propreté de la copie qu'il rend à tel professeur, c'est un message. Ça permet de mesurer, effectivement, donc d'évaluer, de comprendre l'estime ou la compréhension qu'il peut avoir du message que l'enseignant veut faire passer. Il n'y a pas nécessité d'avoir des temps particuliers pour évaluer. Deuxième point, essentiel, arrêtons de faire croire, et à nous, et que les professeurs croient, et que donc les élèves croient, et que donc leurs parents croient, qu'à un moment donné, une compétence est définitivement acquise. Mes chers collègues, exemple idiot comme tous les bons exemples, qui dans notre honorable assemblée de ce matin peut prétendre lire parfaitement? Je vais reprendre un exemple, je l'ai fait une fois, je ne le referai jamais. Assemblée de professeurs, une vingtaine de professeurs dans un collège du Cher, dans notre académie, mes chers collègues d'Orléans-Tours, eh bien, on a pris une page de Proust, je l'avais apportée. Pas simple, forcément. Et on l'a lu. Il n'y a pas un d'entre nous
qui n'a pas buté à un moment donné en lisant cette page qu'il ne connaissait pas, en la lisant à haute voix. Est-ce qu'on allait en conclure qu'il ne savait pas lire, que nous ne savions pas lire? Bien sûr que non. Alors arrêtons de faire croire aux élèves qu'à un moment donné, c'est acquis. Arrêtons de faire croire aux élèves qu'à un moment donné, c'est en cours d'acquisition. Ou bien sinon, il faut dire plutôt que c'est toujours en cours d'acquisition. Il n'y a pas une compétence que nous ayons les uns et les autres dont nous pouvons dire « ce coup-là, ça y est, je suis arrivé au sommet des sommets. Ça y est, le nirvana. » Non, ça n'existe pas. Donc ne le disons pas aux élèves. Qu'est-ce que c'est que ces classifications non acquis? Qu'est-ce que ça veut dire non acquis? La seule chose que je peux dire, c'est mon cher petit, je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait. Cela ne correspond pas à ce que j'attends de toi. Ça, d'accord. Le professeur d'éducation physique et sportive peut dire, à la fin d'une classe de 5e, l'objectif que je fixe à cet élève-là, c'est qu'il parvienne à sauter 1,20 m. Et je peux dire en fin d'année, il ne saute que 1,18 m, donc effectivement, il n'a pas atteint l'objectif que j'avais fixé pour lui. Et en revanche, s'il saute 1,22 m, je peux dire, oui, effectivement, il a atteint l'objectif que j'avais fixé pour lui. La différence entre le niveau et la performance, là, ça m'emmène un petit peu loin pour aujourd'hui. Troisième chose, bien évidemment, je suis désolé, et ce n'est pas un problème idéologique, c'est ce que j'ai mis à la fin de cette puce. Dès lors que la performance absolue n'existe pas, la traduction de cette performance absolue par la note de 20 sur 20 n'est donc pas adaptée. Donc j'aimerais bien vous faire partager ma conviction, et vous voyez qu'elle est grande, que la question de la note, ce n'est pas un problème idéologique. Il n'y a pas à être pro ou anti-note, et je me garderai bien de vous dire mon point de vue sur les notes. La seule conclusion à laquelle j'arrive en travaillant là-dessus, c'est que je ne peux pas mettre, par rapport à une compétence, 20 sur 20 à un élève. Je ne sais pas ce qu'est maîtriser totalement, donc atteindre l'idéal. C'est une question d'inadaptation. En prenant une image, bien sûr, complètement idiote, forcément, est-ce qu'un thermomètre permet de mesurer la tension artérielle? C'est à peu près aussi stupide. Et donc, bien évidemment, la réponse à cette interpellation est non. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les notes ne permettent pas de mesurer correctement la maîtrise et l'acquisition des compétences. Point. Il n'y a pas à ouvrir un pseudo-débat avec les enseignants sur cette question. Il y a simplement à leur montrer, à leur faire comprendre cette réalité. Et elle est fondée sur l'absence de maîtrise absolue d'une compétence. Absolue et définitive, bien évidemment. Quand on travaille sur les compétences, eh bien, on est toujours, et là encore, je vous renvoie pour la 3e ou 4e fois, vers nos collègues de PS, beaucoup plus dans le registre de l'évaluation des progressions, des progrès, que par rapport à la valeur absolue. Ce n'est pas la valeur absolue qui m'intéresse. Il y a des endroits pour mesurer la valeur absolue. Il y a des contextes qui sont, par exemple, les examens. Mais je suis là, enseignant, dans ma classe, membre d'une équipe pédagogique, et pour, en ce qui vous concerne, responsable des équipes pédagogiques. Je suis donc là pour amener, accompagner les élèves, faire de la pédagogie. Je vous rappelle que pédagogie, Paispaidos et Agogein, Paispaidos, l'enfant, Agogein, accompagner, c'est notre métier. C'est le métier, la mission des établissements scolaires. C'est les accompagner, c'est pas les évaluer, c'est pas les trier, c'est pas les classer. Alors, vous allez dire, mais il est outrancier, ce garçon, en parlant ainsi. Alors, j'ai quand même cherché. J'ai pas eu beaucoup de mal à trouver des citations de l'inspection générale, ce qui est quand même notre référence à tous, naturellement, sur le plan pédagogique. Regardez ce qu'écrit l'inspection générale. De fait, les enseignants connaissent souvent assez bien les capacités des élèves et leur niveau de maîtrise, mais c'est affreux ce qui est écrit après. Mais il faut l'écrire partout, ça aussi, dans vos bureaux, mes chers collègues. Mais la traduction en notes, et surtout en notes moyennes par discipline, efface les qualités de leurs analyses. C'est bien la conviction émise par l'inspection générale dans le rapport sur le livret de compétences en 2007, c'est pas là aussi la préhistoire pédagogique, que bien sûr que la note peut servir à, mais ne servira pas à
avoir une idée précise sur les capacités précises des élèves. Si les collègues enseignants, tous, si parfois quelques collègues IPR, tous aussi par rapport à cela, vous avez un certain nombre de références. Je vous renvoie à ce rapport-là. Alors, je suis matheux, je l'ai dit à 2-3 reprises. Je vais vous en donner une autre de citation qui est encore plus belle. D'abord parce qu'elle vient de l'Inspection générale de maths, alors forcément. Ça, c'est typiquement de la subjectivité, vous voyez ça. Bon, mais voilà ce que dit l'Inspection générale de maths. Vous êtes bien assis. Évaluer la maîtrise d'aptitude n'est pas facilité par la notation. Ainsi, évaluer ne peut plus se résumer à noter. Ne peut plus se résumer à noter. C'est une évolution importante induite par l'évaluation du socle commun. C'est pas moi, je n'oserais jamais dire une chose pareille, quoique. Bon, c'est un extrait du Vademecum, Principaux éléments de mathématiques, 2009, sur Eduscol. Alors, j'en ai mis que 2 par manque de temps. D'ailleurs, j'ai dépassé déjà mon temps, mais ça ne fait rien. J'ai largement pas... Enfin, il me faut 5-6 minutes. Je n'arrive pas à faire ça en 1h15. Moi, je suis désolé. Donc, voilà. Vous avez là 2 citations, 2 endroits. Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a les dernières pages publiées sur Eduscol, notamment à propos du développement des sciences et des grilles de progression en sciences pour le collège, où il y a aussi des choses sur l'évaluation, notamment relevant des SVT, qui sont de la même veine. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord. L'inspection générale est tout à fait convaincue depuis de nombreuses années de la nécessité de réfléchir à ces questions et va même maintenant plus loin en disant incontestablement, par rapport à cette évolution, le mode habituel, j'allais dire traditionnel, de mémorisation des acquis des élèves n'est pas adapté. Et j'insiste bien, ce n'est pas un problème idéologique des pros ou des antinotes. C'est simplement une question d'inadaptation. Je vous renvoie à la situation précédente, ou celle-ci d'ailleurs. Alors moi, je vous propose simplement la chose suivante, ce que j'appelle l'évaluation pédagogique ou l'évaluation analytique. Chose qu'il est possible de faire aujourd'hui. Ça ne nécessite pas de texte, ça ne nécessite pas des interventions de je ne sais où. Première chose, on part de la production d'élèves. Deuxième chose, on repère ce qui semble anormal. Et c'est mon expertise, mais aussi l'expertise de n'importe qui. Ce qui surprend, j'ai rajouté le pédagogue, mais ça peut être aussi le parent d'élève. C'est ce qu'on appelle un symptôme. On constate que. Troisième chose, dès lors qu'on a fait ça, on estime, et là c'est le travail du pédagogue, la gravité de ce qui a été révélé comme anormal. J'ai mis erreur parce que ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est ce qui est en creux. Si ce qui me surprend est quelque chose en me disant « punaise, il sait déjà faire ça », je ne vais quand même pas en faire un drame. Et donc de l'erreur, voire de l'insuffisance repérée. Surtout, je surveille la répétition d'erreurs. Qui parmi nous ne fait jamais d'erreur, même sur quelque chose qu'il maîtrise relativement bien? Ce n'est pas parce qu'un élève fait une erreur à un instant donné qu'il faut immédiatement appeler, entre guillemets, le SAMU pour corriger cette erreur. Pas vrai. C'est la récurrence de l'erreur qui peut être inquiétante. C'est la répétition de cette erreur qui peut justifier l'intervention. Et surtout, j'analyse les conséquences sur les apprentissages ultérieurs, je fais le diagnostic. Vous voyez, avec ces termes, et surtout avec la dernière puce, une fois que j'ai pris la décision de corriger, c'est-à-dire de proposer un traitement, regardez, je suis strictement dans la même situation que le médecin et les parents vis-à-vis d'un petit malade. Le symptôme, le diagnostic, le traitement. Il y a une différence essentielle. Et j'attire votre attention sur cette différence, mes chers collègues. C'est que je n'ai jamais entendu un médecin, heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais changé de médecin, me dire à propos d'un de mes fils, mais attendez, votre fils n'a pas guéri, c'est donc un mauvais malade. Combien de fois le système dit à un élève qui ne progresse pas, vous ne progressez pas, vous êtes un mauvais élève. Il y a quand même derrière cette comparaison, bien sûr un petit peu critique, un peu limite, bien sûr, il y a quand même une réalité. Est-ce que ce n'est pas notre système qui défaillit
un petit peu. Le symptôme, on sait faire. Qui s'occupe du diagnostic? À quel moment procédons-nous au diagnostic? Regardez bien, souvent, le traitement est donné sans consulter l'élève. Tu me feras ça, sans l'interroger. Or, je suis persuadé que l'élève est le seul à savoir ce qu'il a voulu faire. Il est seul à pouvoir le dire. Il est le seul à pouvoir nous le dire. Comment voulez-vous que cet élève devienne acteur de ses apprentissages alors qu'il est objet de notre évaluation? Si nous souhaitons effectivement qu'il devienne acteur des apprentissages, il doit être acteur aussi de l'évaluation. Et je ne suis pas en train de parler d'auto-évaluation, ce n'est pas ça. Mais au moins qu'on l'interroge, au moins qu'on le questionne. Quand vous avez un de vos proches ou un de vos petits qui est malade, vous ne le déposez pas chez le toubib en disant, surtout quand il ne sait pas parler, quand il est donc tout petit, en disant « écoutez, je reviens dans une demi-heure et vous me direz ce qu'il a ». Bien sûr que non. Vous commencez par, et le médecin commence par discuter avec vous, par vous interroger, pour avoir des éléments de contexte. Nous ne le faisons pas, là. Et nous nous étonnons après, parfois, que le traitement ne soit pas efficace. Et surtout, quand le traitement n'est pas efficace, c'est jamais notre responsabilité. Nous, système éducatif, c'est eux. C'est eux qui sont responsables de leur échec. D'ailleurs, qui n'a pas entendu cette phrase magique? Si un élève réussit à l'école, c'est grâce aux parents. S'il échoue, c'est à cause de l'école. C'est lourd, cette phrase. Et elle est pourtant terriblement ressentie à l'heure actuelle. Deuxième chose sur l'évaluation, eh bien, ça veut dire qu'on a 3 étapes. Le repérage des symptômes, le diagnostic et le traitement. Eh bien, moi, je crois qu'il y a une évolution très forte à avoir par rapport à ces questions. C'est que le symptôme, le parent pour la maladie est capable de repérer certains symptômes. Le traitement, ce n'est pas vrai que le médecin fait un traitement individuel pour chacun des patients. En revanche, ce qu'il individualise, c'est le repérage du diagnostic. Moi, si j'avais un médecin qui, après avoir fait un diagnostic, disait je vais aller dans mon arrière-cuisine pour vous faire la potion magique qui va vous permettre de guérir, moi je changerais immédiatement de médecin. Or, combien de nos collègues passent leur nuit presque à construire des choses en se disant « Ah mais oui, mais mes élèves, c'est des cas très particuliers, je ne peux pas utiliser ce qu'il y a dans tel bouquin, etc. » Ce n'est pas là qu'il faut qu'ils focalisent, à mon avis. Ce n'est pas là qu'il faut qu'on arrive à faire porter l'attention privilégiée. C'est sur la phase d'individualisation, c'est l'établissement du diagnostic. Et c'est là qu'il y a un progrès considérable à faire. Et là encore, je me pose cette question aujourd'hui parce que je travaille sur la base des compétences. En fonction de ce que je lui ai vu faire, quelles propositions je peux lui faire pour qu'il avance, pour qu'il améliore effectivement sa performance. Et donc, on est devant une chaîne complètement indissociable, d'où l'idée que j'évoquais la semaine dernière. Je crois que la question fondamentale n'est pas l'évaluation, parce qu'on a une progression, on a une chaîne apprentissage, évaluation, apprentissage, évaluation. La question fondamentale, c'est la prise en charge des compétences dans notre système éducatif. Je finirai en sautant quelques diapos, simplement par gain de temps. Mais parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur, à la fois par mes collègues qui me succèdent et ensuite par les organisateurs. Je finirai simplement par les changements de paradigme. Pardon. Je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord. Les changements que je vous ai décrits un peu rapidement ce matin, et je vous prie de m'en excuser, ce n'est que la phase émergée de questions beaucoup plus fondamentales. La première chose, c'est que je crois qu'on est à l'aube d'une transformation qui est que l'école sanctuaire qui transmet les savoirs doit se transformer en une école atelier, et j'utilise volontiers ce terme d'atelier, qui apprend à s'en servir. À l'école, dans l'école, et non pas simplement à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que les compétences n'existaient pas. Ça veut dire que le cœur de notre métier, il est maintenant celui-là. Le deuxième changement de paradigme, vous l'avez bien compris, je crois que petit à petit, il faut qu'on évolue du professeur conférencier ou chef d'orchestre
ce professeur magique qui est le professeur maître nageur. Il est clair que petit à petit, les changements en cours, ce passage, cette inversion de plan entre connaissances et compétences nous amèneront l'ensemble du système à évoluer vers cela, au risque sinon de graves problèmes parmi les élèves. C'est d'ailleurs, je vous signale, une analyse qui est largement partagée au niveau de l'explication qu'on peut donner de certains décrochages scolaires ou du développement de certains communautarismes. Je n'en dis pas plus par manque de temps, là encore. Dernière chose, d'une école qui classe les élèves, je crois qu'on va passer normalement à une école qui permet à chacun de progresser. Je vous remercie. Oui.